Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Et pour bien garder le suspense, mesdames et messieurs, nous n'allons pas aborder tout de suite la question de l'ADN du monstre du Loch Ness. Nous allons commencer plutôt par ces extraterrestres qui vivraient déjà parmi nous, mon cher Christian Page. Salut Bernard. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu serais pas un extraterrestre, toi, par hasard? Non, je ne crois pas. Mais comment savoir? Mais il se pourrait que toi, tu aies déjà mangé des extraterrestres. Mais si tu l'étais, tu refuserais de l'admettre. En fait, c'est déjà peut-être la preuve, le début de preuve que tu en es un. Non, parce que tu refuserais de reconnaître que tu en es un si tu en étais un. Non, je suis un agent infiltré des Illuminati. Les Illuminati? OK. Oui, les Illuminati, selon la tradition ésotérique ou mystique, ce serait actuellement l'organisation qui contrôlerait le monde. Une sorte de société secrète composée des héritiers des plus puissantes familles au monde et qui tirerait les ficelles de tout l'enjeu politique. Et qui vivent au centre de la Terre, c'est ça? Non, en fait, ce sont les héritiers de 13 puissantes familles comme les Rothschild, les Windsor et compagnie. Donc, ces gens-là formeraient une espèce de société secrète. Et pour eux, à l'échelle mondiale, tout ne serait qu'un jeu, un peu comme un jeu d'échecs. On avance un pion, on fait une petite guerre ici, par là, on crée un crash économique à tel ou tel autre endroit. Donc, on s'amuse un peu sur l'échiquier international et tout ça pour répondre à des prérogatives ou des intérêts communs ou personnels. Et ils ont des autres. Ils ont évidemment un réseau d'informateurs, de communicateurs et de chroniqueurs dont tu serais. Voilà. OK, très bien. Je vois que tu as bien fait une synthèse de ce complot. C'est ça. Bon, mais très bien. Écoute, on va prendre ça en considération à partir de maintenant, toutes les fois que tu vas nous parler. Oui, ne croyez pas ce que je dis. Oui, c'est ça. Revenons donc à nos extraterrestres qu'est-ce que tu veux dire que j'en aurais peut-être déjà mangé? Voilà, parce que, écoute, c'est très, très sérieux. C'est un article qui vient d'être publié dans le Progress in Biophysics and Molecular Biology. Écoute, c'est un périodique scientifique de très haut niveau et c'est un article qui est co-signé par 30 chercheurs à travers le monde. Et ces 30 chercheurs-là, en fait, se sont posé la question à savoir pourquoi, il y a 500 millions d'années, on est à une époque dans l'âge terrestre, on est à une époque qu'on appelle l'âge du précambrien. Et soudain, pour des raisons qui restent un peu mystérieuses, il y a eu une explosion dans la biodiversité. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y avait sur Terre, dans les océans, une espèce de soupe originelle à l'intérieur de laquelle la vie commençait à se développer. Et soudainement, quelque chose est arrivé et qui a fait qu'il y a eu une explosion. Alors, les chercheurs se sont posés à travers tous les preuves fossiles, qu'est-ce qui avait pu provoquer ça? Et on constate que juste avant cette explosion dans la biodiversité est apparu des rétrovirus. Or, on ne connaît pas l'origine de ces rétrovirus. Les chercheurs, et c'est très sérieux, là, je te le dis, c'est un article scientifique, ces gens-là arrivent à la conclusion que ces rétrovirus auraient pu être apportés depuis l'espace. Donc, des météorites ou une météorite serait tombée sur Terre dans cette soupe originelle. Elle transportait du matériel biologique et ce matériel biologique aurait trouvé dans cette soupe originelle, un environnement propice à son éclosion, à son développement. Et je pensais aux extraterrestres, parce qu'on pense toujours ces extraterrestres, on pense aux petits bonhommes verts. Là, je m'imaginais en train de manger un petit bonhomme vert. Mais j'y arrive. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas d'avoir mangé un petit bonhomme vert. T'es peut-être pas loin, Bernard. T'es peut-être pas loin. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, les scientifiques disent peut-être que ces rétrovirus ont été apportés de l'espace. Leur matériel génétique s'est combiné à celui des espèces déjà vivant sur Terre et a entraîné cette éclosion, cette biodiversité à l'âge du précambrien. Mais dans tout ça, il y a quand même un animal ou une espèce animale qui se distingue de toutes les autres. Et cette espèce animale, c'est les céphalopodes, les pieuvres et les calmars. Et là, les scientifiques ne rejettent pas l'hypothèse. Je ne dis pas qu'ils l'endossent, mais ils ne rejettent pas l'hypothèse. Ils se disent, bon, voilà, les céphalopodes viendraient d'un ancêtre commun, en fait, le nautiloïde. Or, le nautiloïde n'avait pas le mécanisme de mutation génétique qui aurait permis de donner naissance aux calmars et aux pieuvres. Alors, la nouvelle hypothèse, et ils l'écrivent noir sur blanc dans cet article, il n'est pas interdit de croire que des œufs de pieuvres ou de calmars
aurait pu être apportés depuis l'espace sur une météorite, auraient trouvé dans la soupe originelle un environnement propre à leur développement et finalement, depuis 500 millions d'années, les pieuvres et les calmars seraient des extraterrestres qui vivraient parmi nous. Et moi qui adore et les pieuvres et les calmars, surtout les pieuvres grillées à la portugaise. Que tu frappes fort, hein? Et effectivement, donc, avis aux amateurs de calmars et de pieuvres, nous sommes peut-être en train de manger des créatures qui ne sont pas nées sur Terre, mais dont les ancêtres auraient été amenés depuis l'espace. Et tout ça, comme je te le mentionne, c'est noir sur blanc dans un un article scientifique excessivement détaillé. Progress in Biophysics and Molecular Biology. Voilà, et c'est paru la semaine dernière. Écoute, j'ai lu l'article, c'est fort intéressant et ça ramène en fait sur le devant de la scène une hypothèse qui a été mise depuis maintenant une cinquantaine d'années qu'on appelle la panspermie, parce qu'il y a deux hypothèses qui s'affrontent sur l'apparition ou l'évolution de la vie sur Terre. La première qui voudrait que la vie soit apparue dans une espèce de soupe originelle à partir de courants électriques, de chaleur, etc. Des acides aminés seraient nés et éventuellement la vie serait apparue. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et la seconde hypothèse, c'est que la vie aurait été amenée de l'espace par une météorite. Et c'est vrai qu'on a trouvé, on l'a mentionné il y a quelques semaines à peine, des scientifiques ont trouvé à 30 km d'altitude du matériel biologique qui était apporté de l'espace par des roches et de la poussière interstellaire. Hein? Tu te rappelles, on a parlé de ça. Ben oui. Donc, cette hypothèse qui voudrait que la vie aurait pu être amenée de l'espace, qu'on appelle hypothèse de la panspermie, elle est de plus en plus soutenue, dis-je, par des évidences scientifiques. Et là, voilà que une trentaine de scientifiques co-signent cet article. Okay. Il laisserait peut-être croire que les pieuvres ou les calmars, les céphalopodes, viendraient de l'espace. Prenons 2 minutes. Oui. 2 minutes avant d'aller à la pause, parce qu'il faut parler du Loch Ness. Là. Moi, je suis allé en Écosse, moi. Oh, moi aussi! Je l'ai cherché. Est-ce que tu as fait un petit tour de sous-marin? Tu n'as pas fait un tour de sous-marin? Ben oui. Il y a un petit sous-marin pour 450 $ qui nous amène dans les eaux du Loch. Oh, attends. Commence pas tout de suite, là, okay. Parce que je veux maintenir le suspense. Je voulais juste, avant d'aller à la pause, je voulais juste que tu nous parles rapidement de cette autre étude qui démontre, encore une fois, que Hitler est bel et bien mort au bunker. Est-ce que, dans le bunker, comme on dit, est-ce qu'on peut faire ça en 1 minute 30? Oui, absolument. Donc, c'est une histoire qui revient continuellement. Est-ce que Hitler ou non est mort au bunker? On avait déjà plusieurs études, des informations qui provenaient des archives du KGB. On sait qu'ils avaient en archive les dents d'Adolf Hitler. Ils avaient déjà publié des trucs là-dessus, mais là, voilà qu'une équipe de chercheurs français ont eu accès à ces macabres artefacts et leur analyse démontre sans l'ombre d'un doute que ce sont bel et bien les dents et une partie de la mâchoire d'Adolf Hitler et que ces pièces, en fait, ont été récupérées sur le site du bunker en mai 1945 et vient confirmer hors de tout doute. Il faut arrêter les théories du complot. Hitler vit en Argentine, Hitler vit dans une base en Antarctique ou sur la Lune. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est la énième étude qui est menée dans ce sens-là sur ces débris, sur ces parties humaines, sur ces artefacts, et qui prouve sans l'ombre d'un doute que Hitler s'est suicidé au bunker. Et là, les chercheurs vont même plus loin. L'analyse des dents montre une espèce de réaction chimique qui prouve qu'Hitler ne s'est pas simplement tiré une balle, parce qu'on savait qu'il y avait... Est-ce qu'il s'est suicidé en prenant une capsule de cyanure? S'est-il tiré une balle ou les deux à la fois? Les chercheurs français arrivent à la conclusion que ce sont les deux. En fait, il a mordu une capsule de cyanure avant de se tirer une balle. Donc, Hitler est mort au bunker, comme le soutient la version historique, le 30 avril 1945. Très bien, très, très bien. Bien ramassé. Là, on s'arrête, puis au retour, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes pendus aux lèvres de Christian Page. L'ADN du monstre du Loch Ness, ce qui prouverait hors de tout doute qu'il existe bel et bien, ce monstre du Loch Ness, en Écosse, dans un instant. Ville PM. De retour avec Christian Page. Et là, le moment est venu. Oui. Et dis Bernard, quand tu étais au Loch Ness, est-ce que tu as aperçu quelque chose de mystérieux à la surface des eaux? Oui, j'ai aperçu quelque chose. Oh?
Mais oui. J'ai aperçu un monstre du Loch Ness en peluche. Ah, que j'avais acheté. toi, avec un petit béret écossais. Et oui, Moi aussi, j'en ai un. j'ai pris une photo. J'ai pris une photo avec le Loch Ness, là, le Oui. monstre, là, au-dessus de l'eau. Et puis, comme si le monstre sortait de l'eau. Oh. C'est juste qu'on voyait le bout d'un doigt Ah, t'es un petit peu coquin. qui tenait la mystérieuse créature. Ben là, tu Bon. vois, moi, j'adore quand la science côtoie un peu, se trouve un peu dans cette zone grise entre le surnaturel, le paranormal et la réalité scientifique. Et c'est un peu ce que nous amène cette nouvelle. C'est un chercheur de l'Université d'Otago. Ça se trouve en Nouvelle-Zélande. C'est un type qui s'appelle Neil Gamel. Et ce type-là va, au cours du prochain mois, il va diriger une équipe de scientifiques qui vont se rendre au Loch Ness. Parce que comme pour ceux qui nous écoutent, le Loch Ness, effectivement, depuis des siècles, il y a cette légende que le lac abriterait une curieuse, une mystérieuse créature lacustre que les Écossais ont d'ailleurs surnommée affectueusement Nessie. Merci. Donc, C'est ça. ça va d'un animal tout à fait inconnu de la science à un survivant de la préhistoire. Donc, on a à peu près toutes les hypothèses. Et là, donc, ces chercheurs vont se rendre au Loch Ness. Et l'idée n'est pas de documenter le monstre du Loch Ness. Ils s'en gardent bien. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire différents prélèvements, en fait, une trentaine de prélèvements dans les eaux du Loch Ness à différents endroits, à différentes profondeurs, dans le but d'obtenir une carte de la biodiversité des animaux, de la faune du Loch Ness. Parce qu'il faut savoir que les animaux, que ce soit par la peau, les plumes, les écailles ou encore par leur urine, ils laissent dans les eaux du Loch Ness une signature ADN. Donc, ces chercheurs vont essayer de prélever ces différents échantillons pour pouvoir déterminer quelle est la biodiversité du Loch Ness. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux monstres. Et les scientifiques, même s'ils disent notre but n'est pas de déterminer s'il y a un monstre ou non, ils ont toutefois ajouté que s'il y a un monstre, il ne pourrait pas échapper à cette recherche scientifique. Donc, si le monstre, il est là, et bien sûr, il a laissé ses traces ADN dans les eaux du lac, et les chercheurs ont bon espoir que si l'animal existe, ils trouveront bien un ADN n'appartenant pas à aucune espèce connue vivant dans le Loch Ness. Okay. Il faut quand même dire que cette recherche a également un autre élément fort intéressant. Moi, je t'ai mentionné que j'avais été au Loch Ness. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec un type qui s'appelle Adrian Shine. Si tu es allé à Drumnadrochit, là où se trouve le fameux musée du monstre du Loch Ness, c'est ce biologiste marin qui en est le directeur. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui. On s'est réunis, on est allés manger ensemble et on a parlé des différentes hypothèses. Et l'hypothèse que propose Adrian Shine, c'est que, en fait, le monstre du Loch Ness, évidemment, il rejette l'idée du survivant de la préhistoire. Son hypothèse, à lui, c'est qu'il s'agirait en fait d'esturgeons de la Baltique qui passeraient par le canal calédonien et réussiraient à remonter jusque dans le Loch Ness. Et là, il dit, bon, évidemment, comme l'espèce connue, la plus grosse espèce vivant dans le Loch Ness est une variété de saumon qui fait à peu près 1 mètre de long, on comprend que pour les gens, les riverains, par exemple, qui sont habitués à faire de la pêche sur le Loch Ness, lorsqu'ils voient apparaître une espèce de dos d'un poisson qui fait peut-être 3 ou 4 mètres de long, évidemment, ils vont crier au monstre du Loch Ness. Alors, Adrian Shine suppose que des esturgeons de la Baltique remonteraient dans les eaux du Loch Ness, viendraient y frayer et puis éventuellement retourneraient dans la mer, dans l'océan Baltique. Alors, évidemment, cette nouvelle recherche que proposent les chercheurs néo-zélandais, si effectivement des esturgeons viennent frayer dans les eaux du Loch Ness, ils vont certainement trouver la signature ADN qui correspond et ça viendra ajouter à l'hypothèse proposée par Adrian Shine qu'il y a dans le Loch Ness des esturgeons de la Baltique et malheureusement peut-être affaiblir l'hypothèse que le monstre du Loch Ness est un survivant de la préhistoire. OK, mais là, ça prend des sacrés gros esturgeons, là. Oui, mais il faut savoir que les esturgeons de la Baltique peuvent atteindre de 3 à 4 mètres de long. Alors, évidemment, les monstres, et en particulier les monstres lacustres, tout se base sur ce que l'on voit de l'animal, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une grande partie de l'animal que l'on ne voit pas. Donc, c'est souvent une bosse à la surface de l'eau, un dos qui apparaît. Et là, on fait comme une espèce d'extrapolation. Là, voilà. C'est ça, en ce et là, moment-là. évidemment, on se dit, j'ai vu une espèce de dos qui faisait 2 mètres de long apparaître à la surface de l'eau. Alors, l'animal qui est sous la surface fait-il 3 mètres, 4 mètres, 8 mètres? Et là, évidemment, c'est ouvrir la porte à l'imagination. Alors, effectivement, comme les esturgeons sont de très gros poissons, on peut comprendre que les gens qui sont peu habitués à la présence de ces poissons, bien évidemment, en viennent à donner vie
à cette hypothèse, ou à tout le moins à cette légende du monstre du Loch Ness. Bon, on s'entend qu'on est loin de la fameuse photo là où ça avait l'air d'une espèce d'immense une immense créature. Là. Ouais, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que cette photographie a été prise en 1934. Hein, elle a été prise le 1er avril 1934. On l'appelle la photo du chirurgien. Et on sait maintenant que cette photo-là est un canular. Hein. Des gens s'étaient amusés à mettre un espèce de dos, un cou de monstre avec une tête sur un petit sous-marin jouet. Ils l'ont placé dans les eaux du Loch Ness et avant que le sous-marin coule, ils ont pris 2 photographies. Ensuite de ça, ils ont confié ces photographies à un médecin, en fait un gynécologue de Londres, qui lui a joué évidemment la carte de la crédibilité. Il est allé voir les journaux londoniens et c'est comme ça que la photographie s'est retrouvée dans les journaux. C'était un bon poisson d'avril. Ce qui est surprenant, c'est que cette histoire-là date de 1934 et encore aujourd'hui, dès qu'on parle du monstre du Loch Ness, et en particulier la nouvelle que je te mentionne, j'ai consulté différentes sources et à chaque fois, on nous remettait cette fameuse photo qui est la célèbre photo du monstre que l'on sait aujourd'hui n'être qu'un habile canular. Ah, je te dis que tu nous en apprends des choses, Christian Page. Merci. Ben, ça me fait plaisir, Bernard. Ben oui, puis bon on parlera de ce trésor retrouvé la semaine prochaine. Absolument. De San Jose. C'est une très belle découverte. 17 milliards. Oui, je sais. Non, c'est vraiment beaucoup ça, d'argent. Oui. OK, salut, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine aussi à Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne, l'équipe qui m'accompagne pour préparer cette émission. Valérie Baudouin a collaboré aussi cette semaine. Merci Valérie. Et merci à vous surtout d'être là. Je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. Paul Aude s'en vient avec le Québec maintenant.